Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Murmure d'encre. Depuis le début de ce podcast, je vous parle d'art, je vous ai parlé de ma visite à Giverny, de la lumière, des jardins, de ce que la peinture peut faire naître en nous. Je vous ai parlé aussi de Salvador Dali, de son univers étrange, presque onirique, et puis du musée du Louvre, de ses œuvres qui traversent le temps et qui nous regardent autant qu'on les regarde. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin, d'aller ailleurs. J'ai envie de parler de ce lien presque invisible, et pourtant si puissant, entre la peinture et l'écriture. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un peintre fait sinon traduire une émotion en couleurs? Et qu'est-ce qu'un écrivain fait sinon peindre avec des mots? Moi, je crois profondément que les deux se rejoignent, que certains écrivent comme on peint, et que certains tableaux racontent des histoires sans une seule phrase. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un texte, un poème que j'ai écrit qui s'appelle « Comme un peintre ». Comme un peintre. Elle écrit comme un peintre. Ses pinceaux sont des mots. Ses couleurs, sa douleur. Ses couleurs, sa douceur. Des camailleux de bleu comme celui de ses yeux. Pas de croquis pour cette fille, pas de modèle pour ses poèmes. Son paysage est un nuage qu'elle colore en oxymore. Ses aquarelles sont voyelles, ses sanguines, enfantines. De l'encre de Chine qui la fascine, une nature morte qui la transporte. Son point de vue, sans retenue. Elle contraste des autres les fantasmes. Dans ce décor, des métaphores. Dans sa composition, des comparaisons. Un aérosol pour ajouter ses paraboles, mais pas de pochoir quand elle écrit dans le noir. Des marines qui s'échouent telles des rimes, aucune caricature, juste la nature. Elle écrit avec une âme sombre d'artiste, c'est une alchimiste des mots, de la poésie. Aujourd'hui, je ne suis pas seule pour parler. J'accueille Afsia, qui elle aussi écrit, mais qui peint également. On va essayer ensemble de comprendre ce que l'art fait de nous et ce que nous faisons de lui. Bonjour Afsia, comment vas-tu? Bonjour Lisa, je vais bien, mieux qu'hier. Mieux qu'hier. Tu veux en parler ou on évite le sujet? Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Aujourd'hui, on va dire, notre conversation fait que ça soit un jour avec. Est-ce que tu veux commencer par dire comment on s'est rencontrés, parler un petit peu de l'écriture, ce genre de choses? Oui. Alors, ça a commencé il y a presque un an. Ça a commencé à faire quand même. Ça fait quelques mois, peut-être 6 mois. C'était aux vacances de la Toussaint, si je ne me trompe pas. Mais ça fera bientôt un an du coup. On n'est pas loin, ça va vite. C'était dans une période où je découvrais l'écriture, je comprenais pas tout, et après je voulais m'ouvrir et je voulais déjà avoir un regard sur ce que j'écrivais et aussi découvrir cette communauté, parce que pour moi l'écriture, proprement parlant en tout cas, ça date d'il y a un an. Et c'était à travers les forums, les groupes Facebook que je commençais à regarder. Et c'est là où je suis tombée sur ta publication. Et quand j'ai vu ce que tu avais écrit par rapport à ton récit où tu cherchais aussi des retours de bêta lecture, j'ai senti quelque chose. Et je pense direct, j'étais très touchée. Donc, il me semble que j'avais écrit un commentaire en disant que ça m'intéresse de lire. Et puis très vite, on a commencé à se parler, sans retenue d'ailleurs, aucune. Et on s'est échangé les deux nos textes. Et je me rappelle, j'avais commencé à lire direct en live et je te faisais les retours en live avec beaucoup d'enthousiasme. Et je me disais, certes, on parlait pas des mêmes choses, mais en lisant, j'ai ressenti la justesse, ce que je ressens en tout cas moi quand j'écrivais, et c'est là que j'avais cette sensation de me dire il y a quelque chose ici.
cette personne a quelque chose à raconter et peut-être qu'elle va comprendre ce que je suis en train de vivre. C'est gentil, merci. Et donc toi, l'écriture, tu me dis que tu l'as découvert à peu près il y a 1 an, donc comment ça s'est passé pour toi? C'est la première fois où je vais le dire, en tout cas de façon officielle. En 2023, j'ai vécu un arrêt complet de ma vie. Jusque-là, j'avais une vie vraiment réglée. J'étais beaucoup dans la performance, dans ce qu'on appelle une carriériste, et j'étais plutôt contente de ce que j'étais en train de faire par rapport à mon âge aussi en tant que femme. Je travaillais dans le nucléaire et j'étais plutôt contente et fière. Et puis après, il y a eu des dégradations jusqu'au jour où j'ai pas pu me lever, j'ai pas pu bouger. Et à partir de là, on va dire, j'ai passé 1 an et demi ou 2 ans dans le rien, le néant, ou ce que je croyais que c'était le rien, mais plus tard j'ai compris que c'était rempli de beaucoup de choses et c'était loin d'être un rien. Alors oui, j'ai vécu les histoires de thérapie, j'avais une psychologue qui me disait d'écrire ce que je ressens, ce qui me traversait, les situations, ce que je vivais, et elle me disait de commencer toujours par dire je pense que, pour mettre un peu de distance avec ce que je vivais. Au début, je trouvais que l'écriture c'était limite une activité cognitive, donc c'était juste pas possible par rapport à mon état. Et puis il y a un jour, j'ai pris un bloc-notes que j'avais acheté chez Action, pour pas le citer, et j'ai dit bon allez, j'ouvre, et j'ai pris un stylo parce que oui, les stylos, j'ai toujours eu des stylos. Moi je me disais bon, je vais faire autre chose que signer avec, et j'avais commencé justement à écrire par rapport à ce rien, par rapport à je me rappelle le tout premier paragraphe, c'était de dire comment être dans le rien quand on a toujours été dans le tout, et c'est quoi le rien. Et est-ce que être vivant et respirer, est-ce qu'on peut vraiment l'appeler le rien? Et ça avait commencé comme ça. Et je comprenais pas, fallait m'en sortir tout seul. Et du coup, au début, c'était des moments où j'écrivais, puis après, c'est devenu à un rythme assez soutenu. Et à un moment donné, le débit était tellement rapide que j'arrivais plus à suivre avec ma main. Et là, je suis passée vers l'oral et je m'enregistrais. Et j'ai commencé à retranscrire ce que j'écrivais. Donc l'écriture a commencé comme ça. Je dirais qu'au début, je comprenais pas trop ce que je faisais. Et puis après, je commençais à voir que j'écrivais pour comprendre en fait ce que je vivais. L'écriture, c'était quelque chose d'intime pour moi, pour dire au moins il y a cette trace. Et avec le chemin parcouru, là ça fera bientôt 3 ans depuis mon burn-out. Ce que je préfère appeler plutôt une crise existentielle, c'était pas vraiment un burn-out professionnel, ça a tout déconstruit. Et après j'ai passé le cap de écrire pour soi, écrire pour comprendre, jusqu'à écrire pour transmettre et pour laisser une trace. Ouais. Donc, voilà comment l'écriture a commencé. Et comment tu qualifierais ton style d'écriture à toi? Fragmentaire, c'est le mot que j'adore. Fragmentaire. Ça m'amuse des fois quand je dis organique, on me dit est-ce que c'est bio? Je dis non, je pollue pas mal à côté, donc non. Mais je pense que c'est un peu à l'image de la mémoire, c'est vraiment fragmentaire. Je pense que on choisit pas comment on classe les choses dans notre mémoire. Il y a des petits casiers, il y a des petits tiroirs, et à chaque fois on a accès à un tiroir. C'est pas vraiment chronologique, c'est vraiment ça fonctionne plus avec le poids émotionnel de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Il y a des choses qui résistent et des choses qui sortent, et c'est comme ça que l'écriture est venue. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire par ce que je vivais, mais la tâche qui était la plus dure pour moi, c'était d'écrire le avant, parce que le avant, ça nécessitait quand même de replonger dans l'avant. Jusqu'à après, une fois qu'on a fait la paix, on est moins engagé émotionnellement dans ce qu'on écrit. Est-ce que tu penses que l'art peut réparer certaines choses en nous? Ah bah, je suis l'exemple vivant. Je suis l'exemple vivant. Non, je pense que l'art, ça permet ça nous permet de nous exprimer déjà. Je pense qu'on traverse tous des choses et on vit tous des choses
j'aime pas qualifier de petite ou grande, mais chacun les vit à la hauteur de ce qu'il est capable de supporter. Et l'art va nous permettre de transformer en fait ces expériences-là, ces petites blessures, ces petites fissures aussi. Oui, en œuvre, que ce soit de l'écriture ou des notes de musique ou même en chant vulnérable, enfin, ou la peinture, parce que bien sûr, tout à fait, on va venir à ça après. Voilà, donc oui. Jusqu'où peut-on aller selon toi dans la mise à nu quand on est artiste? C'est pas facile, hein, c'est pas facile, d'autant plus que j'ai toujours eu cette part de garder une certaine image, de faire attention au regard des autres. Et très vite, quand on commence à créer, si on veut toucher juste, ça demande de toucher le vulnérable et de toucher à l'endroit vraiment, de se mettre à nu en fait. Oui. Et après, ce qui est bien, c'est que il y a quand même une différence entre ce qu'on crée pour nous et ce qu'on crée pour être partagé. Donc je trouve que c'est quand même beau de pouvoir choisir. Si on n'est pas prêt à tout partager, on est libre en fait de garder une part pour nous. Et puis ce qu'on aimerait partager ou transmettre, on peut aussi. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis peut-être pas arrivée à 100%. C'est-à-dire que je continue quand même à choisir ce que je montre. Mais et d'ailleurs, je suis en paix avec ça. Je trouve que c'est plutôt sain. Parce que si on le fait et qu'on n'est pas prêt, ça peut être contre-productif, quoi. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que les artistes ressentent plus fort ou juste différemment? Oui, ça sous-entend déjà qu'on ait défini ce que c'est artiste. Ah, intéressant. Est-ce qu'ils ressentent plus fort? Je dirais que le mot plus fort, je sais pas, mais je dirais quand l'artiste ressent les choses différemment, oui, il a son monde, il a sa vision des choses et ça se traduit dans ce qu'il crée. Donc on a besoin de ressentir. Je pense que c'est à partir du moment où on accepte nos émotions que quelque chose apparaît. Et c'est ce qui évite qu'on copie ou qu'on reste dans quelque chose de formaté. J'ai passé longtemps à être dans l'autocensure et à pas reconnaître mes émotions jusqu'au jour où mon corps s'est mis à parler. Et c'est grâce à ça, ce que j'appelais au début, quand j'ai commencé à pleurer, je disais à tout le monde, je suis désolée, je suis une chialeuse. Et je m'identifiais comme ça parce que j'ai toujours eu cette idée que c'était pas bien de pleurer parce que ça met tout le monde mal à l'aise et moi aussi. Et maintenant je dis je pleure et je suis contente de voir mes larmes sortir. Ça veut dire que je suis suffisamment hydratée pour pouvoir produire de l'eau. Donc ça change un petit peu la vision de notre vision de nous-mêmes en fait et dans ce qu'on crée et dans ce qu'on fait à la fois en écriture surtout moi ce qui a été dur pour moi c'est le jeu c'est le plus simple au début c'était de dire c'est moins engageant ou même d'autres prenants mais à partir du moment où je dis là je m'assume et j'ose et je me montre et c'est pas facile. Ça demande quand même parce que forcément chacun aura un regard par rapport à ce qu'on dit, un scoop, tout le monde n'est pas bienveillant. Donc à partir du moment où on se place en je pense, je dis, je vois et ça m'a mis du temps pour me dire ce n'est pas une vérité absolue, c'est ma façon de voir les choses et c'est peut-être un bout de ma vérité et on peut ne pas être d'accord et ça peut ne pas plaire. Et d'ailleurs, je préfère que ça plaise pas à tout le monde, ça veut dire que je reste authentique. D'ailleurs, en parlant d'authenticité, je vois que juste derrière toi, mais ça, malheureusement, les auditeurs ne pourront pas le voir, il y a une très belle toile qui est accrochée. Peux-tu nous parler maintenant un peu de ce qui est arrivé après l'écriture, c'est-à-dire la peinture? Eh ben, t'as vécu le début, la bascule où oui. J'ai traversé pas mal de montagnes émotionnelles. En fait, au début, on a ouvert un robinet d'écriture. J'écrivais mais tout le temps sur tout et n'importe quoi, sur la vie, sur la philosophie, sur les sujets qui me traversaient. Je faisais pas mal de lectures. Je crois j'avais accédé le collectif inconscient. Et c'était beau parce que je parlais de mémoire, je parlais d'héritage et d'être dans un endroit où plusieurs personnes dans leur chemin d'écriture ont traversé cet endroit, de sentir cette présence, c'était assez extraordinaire. Et à un moment, il y a eu une coupure d'eau et j'arrivais plus à écrire.
Et je me disais, d'ailleurs, je te le disais, je sais pas si je vais pouvoir réécrire, je sais pas comment ça va se passer, jusqu'au jour où la peinture est venue. Et en fait, j'ai compris que quand il y avait plus les mots, il y avait autre chose. Et la peinture est venue justement mettre forme à ce silence de mots. Ouais. Et donc tu avais déjà écrit avant ou c'était tout nouveau pour toi? Je veux dire, j'avais déjà peint avant. Alors, tout nouveau pour moi. Je dis écrit, moi. Alors, tout nouveau pour moi. Ce qui est drôle, c'est que j'avais besoin d'être en contact avec la matière, donc mes mains. Au début, forcément, vu qu'on connaît pas, enfin, j'ai toujours vu les peintres utiliser des pinceaux, donc très vite, sans faire exprès, j'ai utilisé un pinceau, mais j'ai pas su, parce que je trouvais que le pinceau était en train de me guider, alors que je sentais des tensions dans mon corps qui voulaient lui prendre la main. Et à partir de là, j'ai lâché le pinceau et j'ai laissé mes doigts faire. Et j'ai compris que mes doigts avaient quelque chose à dire. Et ma toute première toile, c'était... au début, je comprenais pas ce que je faisais. J'étais attirée par des couleurs sombres. Et très vite, je vois un visage, je vois une femme. Je commençais à me renseigner. Il me semble qu'ils appelaient ça de l'expressionnisme et surréalisme. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Après l'écriture, je fais de la peinture. Et quand j'ai commencé à voir les traits, ça m'a fait peur. Donc j'ai pris un chiffon et j'ai estampé, en fait, j'ai caché les traits. J'ai laissé juste les silhouettes. Et après, j'ai fait apparaître juste un œil. Et je l'ai regardé de loin et j'ai dit, cette femme, c'est moi. Aujourd'hui, elle peut pas tout montrer, mais je vois un œil et c'est déjà pas mal. Donc la peinture, je pense, est venue au début peut-être comme un médium thérapeutique pour me réguler émotionnellement, pour vraiment sortir ce qui est enfui en moi et qui peut pas sortir à travers les mots parce que c'était pas facile. Donc la peinture au début, c'était ça. Oui, tu parles du pinceau qui te guide. Est-ce que tu penses que le pinceau et le stylo, il y a un lien entre les deux ou pas du tout? Oui, c'est pour ça après avec l'écriture, j'ai commencé à m'enregistrer oralement parce qu'en fait là aujourd'hui, je réalise mes obsessions. D'ailleurs, tu sais, j'avais commencé à réfléchir par rapport à la machine et l'IA et à partir sur des essais sur la machine. Et même quand j'écrivais, des fois je me décrivais dans ma vie d'avant en disant que j'étais comme un Robocop. Ouais. Aujourd'hui, je pense que créer pour moi, c'est résister à la machine. Et donc, dès que mon cerveau prend le contrôle, je refuse parce que même quand je prends le stylo, je sens que mon cerveau essaye de réfléchir. Et quand je prends le pinceau, je sens que ma tête essaye aussi de me guider. Et le fait d'enlever ces outils-là, ça me permet d'être vraiment dans un jet organique et direct avec moi-même, quoi. Maintenant, avec la peinture, je vais utiliser mes mains ou les spatules. J'aime beaucoup les spatules parce qu'il y a toujours la part de l'imprévu en fonction de comment on fait le mouvement. C'est physique. Et le fait d'avoir l'imprévu, ça me permet de me dire que je contrôle pas tout. Et je suis contente de ne pas pouvoir contrôler. Est-ce que tu écris comme tu peins ou est-ce que ce sont deux parties différentes de toi? Je dirais que les deux se répondent. Mais l'écriture, c'est le dehors vers le dedans. Et la peinture, c'est ce qui est en moi de l'intérieur vers l'extérieur. C'est, je sais pas si c'est assez clair, mais quand j'écris, c'est beaucoup mes observations. C'est beaucoup ma mémoire, mes souvenirs, tout ce que j'ai vu, tout ce que mon inconscient a vu aussi, qui va être confronté à mon intérieur. Et la peinture, c'est l'inverse. C'est je découvre en fait. La peinture, c'est vraiment intuitif. C'est une atmosphère, c'est une musique, c'est une émotion. Et à partir de là, ça me révèle ce qu'il y a à l'intérieur. Tout à l'heure, tu parlais de comme quoi ton écriture était fragmentaire. Est-ce que ta peinture, elle l'est également, ou est-ce que tu utiliserais un autre adjectif pour la décrire? Elle finit par l'être. Je pense au début, j'étais en exploration, j'étais aussi en train de sortir tout ce qu'il y avait en moi, et jusqu'à un jour où j'ai vu des toiles où je me dis d'où vient ça. Je voyais carrément des fragments, je voyais vraiment des moments
qui ressemblait un petit peu à la calligraphie, ce qui me faisait rappeler un petit peu mes origines. Je suis née en Tunisie, je suis tunisienne, enfin franco-tunisienne, parce que j'ai été aussi naturalisée française, et je dirais que mon identité est l'entre-deux pour le coup. Et en fait, dans mes peintures, il y a toujours une part fragmentaire. Ouais. Je peins pas une image, je peins plus un paysage intérieur. Et donc ça sort enfin il y a des fois où on voit des figurations mais qui sont pas, il n'y a pas d'intention à sortir une figuration, mais il y a une émergence. Et c'est toujours pareil entre un contrôle et un lâcher prise. Il y a des espaces où on sent que il y a un contrôle, et puis toujours je vais faire introduire ou je vais vaporiser de l'eau, ou sinon je vais prendre un chiffon, ou j'aime casser ce qui était contrôlé et voir ce qui sera révélé après. Oui, tu parlais de lâcher prise, de ne pas contrôler, et donc je trouve que c'est intéressant justement parce que je pense qu'on vit dans une société où on aime bien tout contrôler, et donc réussir à trouver le moyen de lâcher prise, c'est assez fascinant même. C'est dur, hein. Enfin, faut pas croire que j'y arrive. Disons que les moments de création, c'est ma façon de résister à ça. Je pratique beaucoup la présence aujourd'hui. Il y a mon rituel qui change de façon complètement radicale par rapport à avant. J'étais dans le faire, j'étais dans cocher des cases, dans à la fin voilà un bilan, voilà ce que j'ai fait, voilà les objectifs, l'efficacité, la performance. Aujourd'hui j'ouvre la fenêtre et je regarde le ciel. J'ai pas de notion de temps. Je me rappelle pas du tout avoir un rapport aussi sain avec le temps et le retard. Avant, j'étais une fanatique. Quand j'ai un rendez-vous, une personne qui se pointe 2 minutes plus tard, je suis angoissée. Aujourd'hui, il y a plus la notion de retard. Il y a plus le moment et ce qui s'y passe. Et à chaque fois, il y a une opportunité, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à observer, et il y a toujours un mouvement qu'on suit. Donc le contrôle, il va rester, parce que bon, sinon c'est l'anarchie totale. On a quand même des obligations, on a quand même des objectifs, ne serait-ce que pouvoir se nourrir. Bon. J'y arrive de temps en temps, même ça. Mais du coup, je m'aide. J'ai adopté un chien et c'est responsabilisant, et c'est aussi une opportunité pour moi de sortir et de m'émerveiller, parce que le chien, il est imprévisible, hein. Même s'il y a des moments où on voit ce qu'il va faire, mais quand je regarde la chienne Luna qui renifle, je suis émerveillée. Je regarde aussi ce qu'elle renifle, je m'émerveille des petites feuilles, des formats qu'elle regarde, des couleurs qu'elle essaye de capter, et je trouve qu'elle m'apprend, en fait. C'est un ancrage, et elle m'apprend à le faire aussi. Et c'est dans ce genre de moment, je deviens une fanatique de nature, je deviens une fanatique de musique, une musique qui accompagne. Donc c'est beaucoup de musique instrumentale et musique classique, et les jeux de lumière et d'ombre. Enfin, je trouve que le monde et la nature surtout, on peut s'émerveiller de tout. Et aujourd'hui, j'essaie de pratiquer l'émerveillement de tout. Là, en t'écoutant, j'ai une petite idée qui me vient. Tu me dis que les personnes qui vont nous écouter ne pourront pas voir tes tableaux, tes peintures. Et j'aimerais beaucoup que tu utilises tes mots pour décrire ton univers et tes tableaux, pour leur donner justement envie de découvrir ton univers. Mes peintures, je dirais... Parle-nous des couleurs, parle-nous de comme si on fermait les yeux et que tu devais nous les décrire, nous donner envie vraiment de je vais pas parler de toutes mes toiles, mais en tout cas je vais parler du mouvement de ce moment. Alors je suis née dans le sud tunisien, et je pense en fait les couleurs qui m'ont marqué, c'est le désert, c'est l'ocre chaud, c'est les passages des arcades, et l'apparition des oasis. Donc il y a quand même couleur turquoise, vert, un peu de bleu et beaucoup d'ocre chaud. Enfin ça fait un peu c'est comme un filtre chaud qu'on met sur toute couleur. Et du coup dans mes peintures il y a toujours ces couleurs là, il y a toujours ces petites apparitions, je dirais, de la Méditerranée.
Et après, j'aime aussi le mélange d'énergie. Je vais être, on va dire, sur un mouvement assez pacifique et j'aime y ajouter une couleur qui va casser cette énergie-là, qui va rajouter un petit peu de contraste. Donc c'est une palette émotionnelle. Les couleurs de la nature, donc ocre, vert, bleu, turquoise, et puis pour le moment émotionnel, il y aura l'apparition de l'orange et le rouge. Et pour les moments médiatifs, c'est là où je vais faire apparaître le violet. Je trouve que le violet, ça a vraiment une connotation spirituelle pour moi. C'est en tout cas à chaque fois quand je regarde mes toiles et je vois du violet, je sens quelque chose qui est en train de se révéler de qui je suis et de ce qui me traverse. Si tu devais te décrire en une couleur, toi, ce serait laquelle? Oula, une couleur. Une. Je dirais l'ocre. D'accord. Ouais, je dirais l'ocre. C'est en fait je trouve que le désert c'est un endroit qui me fascine énormément. C'est un endroit qui apprend la résilience, qui apprend la patience et qui apprend l'humilité devant la nature. On peut pas défier la nature. C'est ça que je trouve beau. Et ça rajoute aussi un peu de chaleur, sachant que je viens d'un endroit où le soleil se respecte et ça marque aussi la peau. Donc oui, pour moi, nous on a un dicton, on dit entre blé et miel, et je pense que c'est ça ma couleur. C'est très joli. Ouais. Donc je vais préparer une question qui était si ton univers artistique était un paysage, ce serait le quoi? Je pense que c'est le désert, non? C'est le désert, mais le désert avec ses mirages, avec ses oasis qui sortent du nulle part, et avec ses sources d'eau aussi. Parce que ça m'a toujours fasciné, les sources d'eau en plein désert, en pleine sécheresse. Donc oui. Tout à l'heure on parlait de contraste d'ombre et de lumière, on parle aussi donc de soleil, de désert, de mer, d'eau. C'est que la vie est faite de contrastes en fait. C'est ça, c'est la vie n'est pas que noir ou blanc. Tout à fait, j'adore dire ça. C'est ça, c'est dire que ma journée a été mauvaise, ça serait juste se focaliser sur le noir. Tout à fait. Moi, je dis toujours que la vie n'est ni blanche ni noire, c'est une infinité et de milliers de nuances de gris. C'est ça. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut regarder. Et ce qui est beau, c'est que même si on s'aperçoit qu'on regarde le noir, c'est pas grave. Mais c'est pas grave de se rappeler que même dans le noir, moi ça me fascine toujours, c'est quand on ferme la lumière dans une chambre. Au début, on voit pas, on va s'aider avec ses mains, et d'un coup, on arrive à voir un petit peu. Oui, on distingue. C'est le même. Et c'est ça en fait, c'est que même quand on croit qu'on voit rien, il y a quand même des petites lueurs de lumière. Tout à fait. Et j'ai une autre question par rapport à tes inspirations. Est-ce que il y a des peintres qui t'inspirent ou que tu adores? Est-ce qu'il y a des noms que tu aimerais nous évoquer ici pour qu'on puisse aussi découvrir un autre univers? Alors, j'ai commencé à regarder, quand j'ai commencé à peindre, j'ai commencé à regarder ce qui existe, de quoi je m'approche, parce que forcément on peut pas, toute peinture peut ne pas nous parler, et généralement on est plus attiré par certaines choses plus que d'autres. Et en fait j'ai découvert une peintre qui s'appelle Joanne Mitchell, et elle fait de la peinture abstraite, émotionnelle. Et ce qui est drôle, c'est que il y a quelques années de là, je comprenais rien à ce qu'elle faisait. Je comprenais strictement rien à ce qu'elle faisait. Et aujourd'hui, quand je les regarde, je m'émerveille en fait. Je vois beaucoup de choses et beaucoup d'énergie et d'émotions qu'elle essaye de nous montrer à travers ses peintures. Pour l'écriture, parce que c'est très important aussi pour moi, je crois que j'admirais beaucoup, je lisais beaucoup de philosophie, on va pas se mentir, et voilà, il y a toujours des moqueries par rapport aux philosophes allemands. Moi, j'adorais Schopenhauer. Moi aussi, j'adorais la philosophie.
Et Nietzsche aussi. Enfin, je trouve qu'ils avaient quand même des choses à raconter. Ils avaient leur vision du monde, même si des fois certains diraient que c'est obscur. Mais en fait, ayant moi-même traversé l'obscurité, et il y a eu beaucoup de soleil là-dedans. Il y a eu pas mal d'étoiles aussi. Et je trouve que c'est un endroit où vraiment que j'appelle la faille. C'est l'endroit du possible. Ouais, on a besoin de passer par ça. Ouais, tout à fait. Donc oui, je dirais pour la peinture Joan Millet, si vous connaissez pas, elle est décédée. Mais par contre, vous pouvez toujours voir ce qu'elle fait et regarder un petit peu ses peintures et même son histoire, parce que on va pas se mentir, l'art c'est aussi l'artiste et ce qu'il a et son univers et ce qu'il essaye de dire. La lecture, je dirais Schopenhauer et Nietzsche. Je vais pas être dans des écrivains très exceptionnels, quoique j'ai lu aussi énormément de Santos. C'est un journaliste portugais. J'aimais beaucoup ce qu'il écrivait. Il écrivait des science-fiction scientifiques, parce qu'on va pas se mentir, je viens de là. mais je trouvais qu'il y avait pas mal on rêvait quand même avec lui. C'est des énigmes, on découvre des choses, c'est sympa à lire. Mais c'est important de rêver. Bah oui, on continue à rêver, à s'émerveiller. Moi, ça devient mon slogan. Est-ce que tu préfères commencer ou terminer, que ce soit l'écriture ou même la peinture? Qu'est-ce que dans quelle phase tu te sens la plus alignée peut-être? Commencer, bien évidemment. Commencer. Terminer, c'est dur. Moi, je trouve que, après, terminer un manuscrit ou terminer une toile, c'est pas la tâche la plus simple, du moins pour moi. C'est vraiment, c'est la clôture du bal, quoi. C'est quelque chose qui va des fois capter l'attention en général. Enfin, des fois, on va se rappeler que de ça. Oui. Et on peut vite en faire trop ou pas assez. Et typiquement une peinture, moi c'est un des défis que j'ai eu, c'était de savoir m'arrêter. Parce que des fois on est dans le mouvement et des fois on a fini la toile et on est encore en train de la peindre. Et parce que c'est la pulsation qui le fait. Et pour les manuscrits, je dirais que c'est un peu paradoxal. Les manuscrits, j'aime bien laisser les portes ouvertes. Là où sur la peinture, certes, on ferme pas tout, mais on a besoin quand même de bien de savoir où s'arrêter. Oui, mais c'est vrai que c'est même dans la vie. Après, je sais pas si toi tu es comme moi, mais j'ai toujours du mal à dire au revoir. Je déteste dire adieu. C'est des choses que c'est assez intime et profond, mais je pense que même dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on peint ou dans toute forme d'art, ça reste, notre intime est toujours présent et donc c'est toujours difficile de mettre le point final et de se dire ça y est, c'est fini, je passe à autre chose. Ouais, c'est de toute façon, c'est même connu. Les débuts sont toujours agréables. C'est vrai. Ceci dit, au tout début, quand j'ai commencé à peindre, faut savoir que, je te le disais d'ailleurs, j'arrive pas à apprécier ce que je fais. Oui. Et j'arrêtais pas de dire, je ne sais pas me positionner par rapport à ce que je fais. Mais ça, j'ai compris que c'est parce que l'art, c'est très subjectif, d'autant plus quand c'est visuel. Et je crois que mon cerveau ne savait pas se positionner par rapport à ça. Autant l'écriture, on arrive à avoir des règles. Mais c'est vrai que pour moi, la peinture au début, on va dire le début du chemin, je parle pas du début de toile, c'est peut-être pas la partie que j'ai appréciée le plus. Donc en fait, c'est parce que je comprenais pas et j'arrivais pas à savoir, c'était très brut, j'étais pas sur le réalisme, donc je sais pas dire que c'est bien fait. Parce que mon cerveau en tout cas c'est comme ça qu'il arrivait à évaluer les choses et pour l'écriture à partir d'un certain en tout cas si on a pas mal lu on peut avoir une petite idée. Certes ça sera jamais parfait et certes ça plaira pas à tout le monde, mais on arrive au moins à avoir une certaine appréciation et une validation intérieure de ce qu'on fait. Pour moi la peinture c'était différent, donc ça m'a pris du temps pour pouvoir déjà, en fait, j'ai commencé à apprécier le moment où j'ai dit je m'en fous du résultat, c'est plus mon état, c'est plus mon moment de libération. Et d'ailleurs, avec la peinture, c'était la première fois dans ma vie où j'avais la sensation d'exister telle que je suis, sans respecter des codes,
sans faire ce qu'on attend de moi et sans répondre à un certain besoin. Parce que même dans l'écriture, mine de rien, on respecte des règles, les fameuses répétitions, les fameuses explications, le show don't tell. Donc il y a quand même une sollicitation cérébrale. Mais pour la peinture, c'était vraiment une libération de tout ce que j'avais intégré, de tout ce que j'avais appris, et de me dire j'ai le droit d'exister tel que je suis et j'ai le droit de faire ce que je veux faire. Est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme une peintre, une autrice, mais surtout et avant tout comme une artiste? Aujourd'hui, je pense que il y a une phrase que j'aime, et je pense que toi aussi d'ailleurs, quand j'ai vu, je me rappelle au début sur ton Facebook, tu l'avais en photo de couverture, la phrase de Shakespeare, to be or not to be, that's the question. Pour moi, je dirais l'art, c'est ça, c'est to be. Pour moi, c'est exister. Notre existence, c'est dans ce qu'on crée et dans notre expression. Et c'est ce qui fait qu'on continue d'être humain. Donc aujourd'hui, oui, tu te considères comme une artiste? Tu peux enfin le dire? Je dirais que peut-être une artiste de la transformation. C'est pas, enfin, l'écriture c'est un médium, la peinture c'est un médium. Peut-être qu'il y aura d'autres médiums, qui sait. Certains diront non, mais on peut pas être ça et ça à la fois. Moi, je dirais tout ce qui nous permet de nous exprimer. Ça fait qu'on se rapproche de plus en plus de nous-mêmes. Oui, je pense que tout ce qu'on fait est une part de nous. Je veux dire, bon, j'écris, mais tout comme j'aime cuisiner, c'est aussi quelque chose d'artistique. J'ai commencé le saxophone, comme tu le sais, depuis maintenant presque 2 ans, et j'apprends justement à lire des partitions. Donc il y a encore la lecture, il y a encore l'écriture, mais il y a aussi le lien avec faire de la musique, travailler l'oreille, le cerveau aussi réagit autrement, et puis il y a aussi le kickboxing de mon côté, alors que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec mon corps. Et c'est vrai que là, ça fait, on utilise le corps autrement, même avec le saxophone, la respiration aussi autrement. Et je trouve qu'on se découvre, on se révèle, et ça vient aussi transcender notre art. Et quand j'écris, parfois je m'inspire j'essaye de voir le côté rythmique, le tempo, le rythme, la musicalité, et je pense que tout ce qu'on fait nous aide justement à nous révéler autrement et à devenir complètement soi-même, et non pas juste des petits fragments par-ci par-là. Oui. Bah, de toute façon, c'est de la poésie. Je pense que ton univers et je me rejoins aussi au tien, même si je trouve que je fais pas. Moi, je dirais que je sais pas faire de la poésie, même si je pense que mon oreille est pas mal éduquée à la musique, donc c'est ce qui fait que des fois mes fragments ont une certaine musicalité. Mais forcément, si tu fais de la musique et en plus t'écris de la poésie, je trouve ça limite, les deux se servent en fait, les deux vont dans le même sens. C'est pas je fais de la musique et je fais de la poésie, c'est je crée ce qui me ressemble. Oui, de toute façon je pense que la vie est poésie. Oh. D'accord, la vie est une danse. Ah oui, la vie est une danse. Ah, ça c'est vrai, et je suis entièrement d'accord avec ça, même si je ne danse pas personnellement, mais quoique hier j'ai fait du ménage en dansant. T'inquiète pas, le jour où j'ai tenté de danser, j'ai cassé mon pied, pour te dire, et je continue à danser. Mais oui, je pense que tout ce qui raconte une histoire, que ce soit une chanson, un film, un poème, un livre, une histoire, tous ces univers racontent quelque chose, et je pense que c'est ce qui nous lie tous les uns aux autres, c'est que la vie c'est une histoire, et que on raconte une histoire en peignant, en écrivant, en chantant, en dansant, ou même lorsqu'on fait du sport. Ouais, oui, le sport aussi. On danse quand on cuisine, quand on marche, quand on fait le ménage. Dans tout ce qu'on fait, on peut danser. Moi, je peins en dansant. Ça m'arrive des fois de poser la toile par terre, de me lever, de me dégourdir les jambes. Des fois, la musique va m'emporter. Je commence à danser, à bouger avec la spatule, et c'est juste, il y a toujours des mélodies en fait. Donc tu parlais tout à l'heure que tu peignais en écoutant de la musique. T'as un petit rituel quand tu peins? Complètement. C'est première chose, préparer l'espace.
Généralement, je vais choisir, ça dépend de la taille de la toile, est-ce que c'est chevalet, est-ce que c'est au sol, est-ce que ça dépend aussi du mouvement. Des fois, quand j'ai envie de travailler mes épaules, je vais poser la toile au sol et comme ça, je vais malaxer. Et j'ai l'impression, ça me rappelle ma grand-mère quand elle préparait la semoule, elle était en train de mélanger avec ses mains. Et ben moi, j'ai l'impression de faire la même chose avec les couleurs sur la toile. Et puis, une fois que j'ai préparé l'espace, je vais choisir une musique qui accompagne. L'idée, c'est pas de prendre une musique qui prend le dessus parce que sinon, elle va influencer ce que je vais peindre. Typiquement, si je mets du Vivaldi 4 saisons, ça va être quelque chose où je cours et où je suis tendue parce que le rythme est tellement rapide. Donc c'est pas le but, sauf que des fois on peut le faire. Hein, si c'est vraiment on sent qu'on est stressé ou qu'il y a une certaine anxiété, pourquoi pas accompagner avec un rythme rapide. Mais généralement, je vais plus opter pour des musiques plutôt calmes. Oui. Et j'ouvre la fenêtre, je regarde le ciel, et il y a un moment où la toile m'appelle. Et je commence avec une première couleur. Il y a beaucoup de pauses. Dès que mon cerveau il commence à voir quelque chose, je change le sens de la toile pour faire un reset. Et c'est une danse aussi. Il y a un pas de mon côté, il y a un pas de la toile. Des fois, il me fait une petite pause, puis on reprend. Puis des fois, on fait une pause pendant quelques jours aussi. Hein. Et puis on reprend jusqu'à ce que la danse se termine. Est-ce que tu donnes des titres à toutes tes peintures, à tes œuvres? Pas toutes. Pas toutes, mais il y a certaines peintures où oui, je finis par donner un titre, oui. Oui, parce qu'il y a un lien entre donc les mots, les couleurs, donc l'écriture, la peinture, et donc peut-être que donner un titre à une œuvre, c'est aussi le pont qu'il y a entre les deux. C'est pour tout te dire, là je me lance dans c'est une intuition que j'ai, je te dirai ce que ça va donner. Mais dernièrement, je ressens que mon corps a envie de participer dans la peinture. Donc, et je commence à sentir que ce que j'écris, les fragments que j'écris, répondent aux toiles que je peins. Et en fait, j'ai envie de faire une expérience, c'est de peindre avec tout mon corps, donc en combinaison, mais j'ai besoin d'espace pour ça, on verra ce que ça donne. C'est-à-dire que jusque-là, c'est mes mains. Là, j'ai envie de tester mes pieds, j'ai envie de tester l'avant-bras, j'ai envie de tester les empreintes de mes épaules, de voir ce que mon corps aussi a à raconter, parce que ça sort de mon corps. Et en même temps, à voir comment je vais avoir une correspondance entre fragments et toiles. Parce que c'est l'étoile que j'ai, oui, certes, il y a un titre, je dirais le titre, c'est peut-être le nom du chapitre, mais l'histoire de la toile est peut-être le chapitre. Et est-ce que tu as déjà essayé, par exemple, j'ai vu des œuvres, des tableaux plutôt, où certains peintres utilisaient donc des mots ou des morceaux de journaux ou des pages de livres ou des choses comme ça pour lier, on va dire, le côté littérature et le côté peinture. Est-ce que toi, ça te tente aussi, ça te parle ou pas du tout? Je l'ai dans un coin de ma tête. Là, je commence à vouloir explorer la texture. Donc, je me pose des questions sur le collage, sur je sors beaucoup en balade et en forêt. Je me dis, je pourrais aussi prendre des feuilles, des branches, les intégrer aux toiles. C'est quelque chose qui est en train de mûrir et on verra. Enfin, j'aime ne pas prévoir. J'aime ne pas avoir une idée claire de tout ce qui va se passer, de ce que je vais faire. Mais en tout cas, il y a ces idées-là, oui. C'est intéressant. Donc, affaire à suivre. Donc, on va continuer à te suivre. Donc, tu as une page Instagram, c'est ça? C'est ça, oui. C'est pour la petite histoire, ça m'a pris du temps pour pouvoir mettre mon prénom. Et je me rappelle, d'ailleurs, la page Instagram existe grâce à toi, on va le dire. Lisa arrêtait pas de me dire non, faut que tu fasses. Et moi, je sais pas comment je vais m'appeler, comment je vais faire. Et puis j'ai fait simple, j'ai choisi mon prénom. Parce que au début, toujours pareil, je suis entre me cacher et apparaître. Et au final, j'ai dit Afsia sera là. Et puis après, j'ajoutais atelier parce que je vois le conte comme un journal de chemin artistique que je vis, des process, des doutes, des questions, des observations, c'est des fragments, il y a un peu de tout. Il y a mon univers à la fois en format visuel et en format écrit.
Tout à fait. Et d'ailleurs, donc tes objectifs pour la suite, c'est quoi? Mes objectifs pour la suite, c'est finaliser le manuscrit. Le pauvre est en train d'être écrit. Je sais pas dire pour combien de fois là, mais je sens qu'on s'approche. On s'approche de la version finale. Et là, quand je sens que mon corps veut explorer des formats un peu plus grands pour la peinture. Et comme je t'ai dit, de faire participer plus mon corps et voir quel élément, parce que là je sens que je veux ajouter la texture, je sens que je veux ajouter autre que la peinture sur la toile. Donc ça sera explorer ces deux aspects. Tout à fait, mais il y a quelque chose que tu n'as pas dit ici, que j'aimerais beaucoup que tu parles. C'est quelque chose que tu as auto-publié il n'y a pas très très longtemps, c'est quoi? Ah oui. Oui, j'ai presque oublié pour te dire. Comme quoi? Alors c'était un carnet je dirais d'ancrage. C'était des petits tips et des petites réflexions que j'ai traversées moi-même dans mon quotidien, de quand tout paraît, quand tout devient grand, comment on fait. Et c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs, le carnet, où j'ai intégré à la fois des petites invitations avec des fragments, et aussi c'était l'apparition de mes premières toiles dessus, qui s'appelle Quand tout devient grand, revenant petit, que j'ai auto-publié sur Amazon. C'était pas comme un acte commercial, hein, je tiens à préciser. D'ailleurs, j'ai pas voulu entrer dans un mouvement de promotion. C'était plus parce qu'au début j'avais beaucoup de doutes. Je viens d'un chemin d'ingénierie. Je commence à m'ouvrir à d'autres horizons, et aujourd'hui je m'identifie comme une personne qui crée, une artiste du vivant, et c'était me dire voilà un pas concret dans ce chemin. Certes, le rendu n'est pas parfait, mais c'est normal. Ça vient juste dire que j'ose partager, j'ose afficher, j'ose montrer ce que je fais. Et d'ailleurs, il est sorti avant mon compte Instagram. Donc oui, c'est le carnet sur Amazon. Il vit sa vie. Moi, je dirais que ça restera au moins sur mon parcours quelque chose qui a marqué le début. Le tout début, oui, de ce que je fais. On verra après comment ça va se passer entre écriture et peinture. Mais oui, j'ai auto-publié, je crois en janvier, peut-être. Oui. Si la mémoire est bonne, en janvier. C'est ça. C'est ça. Donc bon, l'année 2026 est pleine de promesses alors? Oui, je vais pas faire le discours d'astrologie, mais étant moi-même taureau, l'année 2026, je t'attends. À m'attendre. Non, je pense l'année 2026, c'est peut-être l'année des changements, l'année du mouvement. Rien à conclure, mais juste déjà une ouverture intérieure. C'est un chemin parcouru intérieurement, et puis passer de l'intérieur à l'extérieur, c'est le moment. Et ça commence aussi avec cet épisode qu'on fait, où pour le coup c'est la première fois où je parle de moi-même, on va dire sans phare, sans filtre, de cette façon. Ouais. Tout à fait, donc 2026, je t'attends, et d'ailleurs ça me fait sourire parce que tout à l'heure j'écoutais de la musique et je suis tombée sur la chanson Je t'attends d'Axel Red, que je vous invite à écouter parce que c'est tout à fait dans le mood. Oui, 2026 c'est l'année, peu importe où ça atterrit, on va pas faire comme à chaque fin d'année, alors 2026 qu'est-ce qui s'est passé, mais peu importe où ça atterrit, je pense que chaque jour on fait un petit pas, et chaque jour ça nous rapproche de qui on est vraiment, et c'est ça qui compte. Un petit pas pour Afsia, mais un grand pour l'artiste. Alors là, un petit pas pour Afsia, et aussi un pas qu'on va pas qualifier pour l'artiste. Oui, donc on peut te souhaiter quoi, nous? Une publication, une exposition? Avant tout, la paix intérieure. Intérieure, tout à fait, bien sûr.
l'alignement. Je crois que c'est ce qui compte le plus avant la reconnaissance. Certes, elle est importante, hein, on va pas le nier, mais déjà, je pense que la reconnaissance vient quand on est prêt à pouvoir l'accueillir, et ça vient au jour où justement on commence à trouver cette paix intérieure et on commence à s'assumer de plus en plus. Donc oui, peut-être une exposition, ça sera l'occasion aussi de montrer ce que je fais sans avoir honte et en étant fière même de ce que je fais et de ce que j'ai pu transformer de ma vie en œuvre. Peut-être aussi, qui sait, peut-être une publication d'un manuscrit. Mais je mets pas ça dans l'année 2026. Je le mets plus dans le futur, quoi. En effet. Donc maintenant le mot de la fin, si tu devais, on va dire, parler de ce moment, donc de ce qu'on vient de vivre là, toi et moi, ce petit échange, en un seul mot et une seule couleur, ce serait quoi? En un seul mot, je dirais sincérité, et en une couleur, je dirais bleu ciel. C'est le printemps, c'est le moment. Bleu ciel et sincérité. Et ben écoute, c'est parfait. Et écoute, merci beaucoup pour cet échange. J'espère que ça t'aura apporté quelque chose. En tout cas, à nous, ça nous a apporté beaucoup, j'imagine, pour mes auditeurs et pour moi. Et puis, on va continuer à suivre ton activité et on te souhaite beaucoup de paix intérieure, de liberté et surtout oser, parce que je pense que c'est la chose la plus belle à faire. Oui, merci beaucoup, merci à toi pour ta bienveillance. Franchement, je l'aurais pas fait si c'était pas ça, parce que je savais que j'allais être à l'aise pour le faire. Et c'était fluide, ça s'est très bien passé. Et j'espère, si vraiment il y a quelque chose à garder de tout ça, c'est peu importe ce qu'on traverse, et peu importe les moments où on se dit qu'il n'y a pas d'issue, on s'accroche et on continue. Et je pense qu'en chacun de nous, il y a une petite lumière à l'intérieur. L'idée, c'est juste de lui laisser la place pour qu'elle existe. Tout à fait. Je dirais, comme disait Audiard, heureux sont les fêlés car ils laissent passer la lumière. Ah, c'est ça. Merci à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce bel échange avec Afsia et j'espère à très vite pour un nouveau Murmure d'encre.